4, 1886 à 1898, Klein Popo, une métropole commerciale de la colonie togolaise. Certes, en 1886, Klein Popo n'était pas devenu la capitale de la colonie, mais il restait incontestablement le centre du commerce transatlantique sur la côte togolaise. Il en résulta des conséquences qui ne firent que rehausser l'importance de cette localité lors de la première décennie de l'ère coloniale allemande. Et cela, le nouveau commissaire impérial dut d'abord en prendre note. Jesko von Puttkamer, le neveu du chancelier d'Empire Bismarck, était certes un colonialiste sans scrupules, mais il était au moins un homme politique perspicace. Étant donné que Zébé avait été achevé entre-temps, Puttkamer fut fixé sa résidence et son siège administratif dans cette localité. Mais, comme personne ne savait où se trouvait Zébé, on ajoutait habituellement Klein Popo à Zébé. Si Fackenthal ne voulait pas vivre dans le petit cul, Puttkamer, par contre, ne voulait pas vivre à côté du petit cul. C'est pourquoi le nom de cette localité fit l'objet d'une attention particulière de sa part. Depuis mon arrivée ici, selon ses propres paroles, et qu'il adressa bientôt quelques mois après, le 8 mars 1888, une lettre à Bismarck, ayant pour objet la dénomination de la localité Klein Popo ou Anéhor. Il fit remonter Klein Popo à une origine européenne, fournit pour Anéhor une explication historique et sollicita du chancelier d'Empire la faveur de bien vouloir prendre une décision rétablissant le nom le plus ancien et le plus exact. Ce faisant, il avait procédé bien plus habilement que Fackenthal qui n'avait proposé que des termes européens. Et pourtant, Puttkamer lui aussi reçut sans délai une réponse négative le 4 mai 1888. Concernant la suggestion que vous m'avez faite tenant à donner à cette localité le nom indigène d'Anéhor, j'ai l'honneur de vous faire remarquer qu'il me semble plus opportun de conserver la dénomination Klein Popo qui a acquis droit de cité dans le monde civilisé et notamment dans le trafic postal. Dorénavant, Puttkamer prépara systématiquement, surtout lors de la seconde période administrative, le transfert du siège administratif à Lomé. La réponse du secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Herbert von Bismarck, il en avait discuté probablement avec son père, le chancelier d'Empire Otto von Bismarck, nous renvoie au vrai problème. Tandis que les nouveaux fonctionnaires coloniaux, Fackenthal et von Puttkamer, voulaient débaptiser et rebaptiser selon une procédure courante dans les colonies, les Bismarck portaient sur Klein Popo un jugement empreint de sagacité politique. Pour pouvoir prendre de Little Petit Popo, une localité connue sur le plan international, et non de Petit Cul, terme qui prête à confusion en allemand. Le gouvernement de l'Empire avait fait d'importantes concessions. Il savait pertinemment que si jamais la colonie togolaise pouvait être bazardée à l'Angleterre ou à la France, ce serait assurément à cause de Klein Popo, déjà connu sur le plan international, et non de Togo, encore inconnu et partant sans aucune valeur. Le gouvernement impérial avait aussi dirigé tout de suite la compagnie maritime officielle Voermann Lignée vers Klein Popo. Il construisit ici une station postale et fit enregistrer pour la colonie togolaise Klein Popo à l'Union postale universelle. Dans la mesure où l'installation postale était confiée à la poste impériale, le chancelier d'Empire et par la suite le budget colonial n'eurent à débourser le moindre marque à cet effet. Le trafic maritime et le trafic postal, à leur tour, rehaussèrent considérablement la réputation du centre de commerce atlantique Klein Popo. C'est ainsi qu'on peut dire dans le rapport annuel 1892-93 à propos de Klein Popo,
En ce qui concerne le trafic maritime, nous pouvons dire qu'il est quasi régulier. 2 bateaux appartenant à la compagnie de la navigation africaine Wouwerman Linien arrivent ici à la fin du mois. L'un d'entre eux, le Vapeur du Sud, fait route vers Cap Lopez via Lagos et d'autres places commerçantes où il doit décharger des marchandises une fois qu'il s'est débarrassé de la cargaison et du courrier destiné à Climpopo. L'autre, par contre, le Vapeur du Nord, ne fait escale en dehors de Climpopo qu'à Grand Popo et Ouidah. Sur le chemin du retour, ces 2 vapeurs font escale dans toutes les places marchandes en vue du chargement des produits achetés par les commerçants qu'ils transportent jusqu'à Hambourg. En dehors des bâtiments précités, un vapeur anglais en provenance de Hambourg accoste en gros tous les 20 du mois ici et on assiste de temps à autre à l'arrivée d'un autre vapeur. Même les bateaux de voile affrétés par les firmes de Hambourg et de Marseille et chargés de marchandises à destination de Climpopo font leur apparition ici. Les plus grands vapeurs de la Wouwerman Linien pouvaient contenir 2400 tonnes et les plus petits 1000 environ. À partir du 1er avril 1901, la Wouwerman Linien mit en circulation un bâtiment supplémentaire sur cette ligne. Il desservira régulièrement Climpopo tous les mois. Le transport des marchandises était assuré par les compagnies de navigation anglaises et françaises suivantes. Le British and American Steam Navigation in Liverpool et Freycinet et compagnie à Marseille. Le nombre de bateaux accostant à Climpopo s'éleva à 108 vapeurs et ce jusqu'en 1900. Ils se répartissaient comme suit. 57 bâtiments allemands, 31 anglais, 20 français, ayant au total 156,882 tonneaux de registre. Cependant, 131 vapeurs accostèrent déjà à Lomé au cours de la même année. En tant que siège de l'agence principale impériale, Climpopo était le centre le plus important dans le cadre du trafic postal international. C'est ainsi qu'on peut lire dans le rapport annuel de 1894-95, en moyenne 3 fois par mois, des vapeurs postaux allemands et anglais acheminent le courrier vers l'Europe, Madeira et des localités côtières ouest-africaines plus importantes. Le trafic postal outre-mer intervient en général avec la même fréquence. Chaque semaine, 2 facteurs acheminent le courrier de Climpopo à Lomé et inversement. De par sa situation géographique qui le situe entre des colonies autrement plus fréquentées que la Gold Coast, le Dahomey et Lagos, le Togo constitue en tant que pays membre de l'Union postale universelle la zone par où transite un intense trafic postal par voie de terre. Des facteurs anglais venant de Quetta remettent le courrier de la Gold Coast à l'agence postale de Lomé. De l'autre côté, l'agence postale de Petit Popo entretient des rapports bilatéraux avec l'Institut postal française de Grand Popo, Dahomey, grâce aux postiers allemands. Le trafic de transit ouest-africain s'effectuant par voie de terre au Togo porte sur 14 000 lettres, dont 800 recommandées. Le 26 avril 1894, la Poste inaugura la première ligne télégraphique et téléphonique entre Climpopo et Lomé, sur laquelle sont branchées les colonies voisines. Une autre conséquence est liée au fait que Climpopo avait enregistré le trafic maritime et les transactions commerciales import-export les plus importants. Lorsque le premier fonctionnaire des douanes, Dankvat, arriva au Togo en juillet 1887, il dut fixer, bien sûr, son siège à Climpopo et exercer là-bas son contrôle douanier quotidien. Il ne s'installa pas, du reste, dans une maison construite spécialement à cet effet.
mais dans une maison de location appartenant à Haïté à Javon, un commerçant de premier plan. La présence de l'agent de douane entraîna également un changement dans l'administration régionale. Déjà à l'époque où Fakento séjournait à Baguida, il avait créé, dans le cadre de l'administration locale, les districts de Lomé et de Baguida et nommé à leur tête des commerçants qui exerçaient cette fonction à titre honorifique. Une fois Kleinpopo annexé à la colonie, Fakento prit un décret portant la réorganisation des districts Kleinpopo et Lomé. Le titre de fonctionnaire subalterne, Amtmann, échut à l'agent commercial Randall, ex-consul allemand pour Kleinpopo, sous administration française. Le 3 mai 1888, le commissaire Puttkamer prit un décret stipulant que le directeur de douane allemand en fonction assurera en même temps l'administration du district Kleinpopo au titre d'Amtmann. Tout au moins, ce n'est plus à un commerçant, à un privé qu'incombait la tâche d'administrer le district, mais plutôt à un employé de l'État pour qui cette charge constituait du reste une deuxième fonction. Dans la décennie qui s'achevait le 1er août 1898, à une époque où la circonscription Kleinpopo fut créée à la suite de la restructuration intervenue sur l'ensemble du territoire de la colonie togolaise, 11 Amtmänner se succédèrent à Kleinpopo après avoir été installés dans leurs fonctions comme agents de douane. Dans l'exercice de cette tâche administrative dont ils s'acquittaient à titre de fonction secondaire, l'Amtmann recevait les desiderata que lui soumettait l'administration ou encore la population africaine, mais il avait à peine la possibilité de conduire une politique communale active, précise et avant tout suivie. C'est significatif de constater qu'il n'existe que 2 rapports annuels brefs rédigés par l'Amtmann au cours de cette décennie 1892-93 et 1896-97. Lorsque le premier médecin du gouvernement, le docteur Auguste Wickey, 1856-1899, décédé ici, arriva dans la colonie le 27 janvier 1888, il fut basé lui aussi à Kleinpopo, lorsqu'il s'était agi de construire en 1893 un hôpital financé en partie par des dons récoltés en Allemagne. Le gouverneur von Puttkamer prit des décisions plus correctes que Fackenthal. Il détermina comme site de cet hôpital une place sise à la plage, sur un vaste terrain découvert et situé à 700 mètres de la périphérie ouest de Kleinpopo. Les chefs traditionnels, King G.A. Lawson III, Chief A.G. Garber et Chief Dagbe, mirent gracieusement un terrain de 100 par 100 mètres à sa disposition, acte de donation daté du 20 septembre 1894. Mieux encore, l'administration envoya le rapport suivant à Berlin. Les indigènes ont promis plusieurs milliers de briques et les ont livrées fidèlement. L'hôpital Nightingale, dont la construction a nécessité un coût total de 40 000 marks, avait 36 mètres de long et 13 mètres de large. Le rez-de-chaussée et les tailles sont dotés d'une véranda circulaire. Les logements du médecin et des 2 infirmières sont situés à l'étage. Malheureusement, lorsque l'hôpital fut achevé, seuls les Blancs avaient le droit de se faire soigner là-bas. Pour les Noirs, on installa une baraque supplémentaire en 1893, 13,5 mètres de long, 7 mètres de large. La première école allemande de la colonie togolaise vit en fin de compte, elle aussi, le jour à Kleinpopo, le 1er novembre 1891. Ce n'était pas, à proprement parler, la première école de cette localité. Celle-ci avait déjà été fondée par la société de mission méthodiste Wesleyan. Venue de Lagos,
est à pied d'œuvre à Little Popo depuis 1850. Mais, naturellement, cette société de mission utilisait l'anglais comme langue d'enseignement. L'administration coloniale obtint de la direction de la Société de mission méthodiste à Londres, envoie en août 1892 à Klein Popo du pasteur allemand Johann Mühleder 1869-1894 comme superintendant pour sa mission principale. Elle obtint en outre que ce dernier enseigne l'allemand. Le pasteur Karl Ulrich a succédé comme superintendant au pasteur Mühleder, décédé à Klein Popo et restant en fonction jusqu'à 1900. Mais l'administration coloniale avait besoin non seulement de gens parlant allemand, mais de tout un personnel comprenant des interprètes, des copistes, des assistants de douane, etc. et éduqués à sa convenance. C'est pourquoi elle fit venir à Klein Popo l'instituteur allemand Karl Quebele, 1868-1896, décédé à Klein Popo. Son successeur était l'enseignant Walter, il restant en fonction jusqu'à 1898. Quebele formait en 3 ans les élèves originaires de la localité dans une maison louée par un propriétaire africain. À côté de ces 2 écoles ouvertes respectivement par la Société de mission méthodiste et le gouvernement, l'Église catholique fonda des écoles, plus exactement, plusieurs à la fois. Les missionnaires allemands de la Société de mission catholique étaient, certes, arrivés pour la première fois à Lomé le 28 août 1892, mais ils avaient déjà fondé à Pâques 1893 une 2e station à Adido. Pendant quelques années, ils transférèrent leur station principale ici et ouvrirent une école qui commença à fonctionner avec 40 élèves. Jusqu'en mai 1895, ils avaient ouvert 2 autres écoles, une à Degbenou avec 25 élèves, puis une autre à Klein Popo avec également 25 élèves. Les habitants de Klein Popo avaient donc le choix entre 3 écoles différentes existant dans la localité. Mais ils continuaient comme par le passé à envoyer quelques enfants à l'école dans les colonies anglaises et françaises proches. Que ce soit l'administration des douanes, la poste, l'école officielle, la présence du médecin, l'hôpital, les missionnaires allemands, tout cela contribua incontestablement à rehausser le prestige de Klein Popo. Mais, après avoir pris toutes ces initiatives, le colonisateur allemand avait épuisé pratiquement la panoplie d'impulsions pouvant émaner de lui. Certes, depuis 1887, Klein Popo a encore servi de point de départ à un certain nombre d'expéditions se rendant à l'intérieur du pays et destinées à approvisionner Bismarckburg, une station de recherche 1888-1894 située dans le pays Adélé. Mais ces expéditions se sont révélées négatives pour l'image de Klein Popo, car chacune d'entre elles apporte la preuve qu'aucune voie de communication à longue distance ne relie Klein Popo aux localités situées à l'intérieur du pays, à Takpamé par exemple, et que, contrairement à Lomé, Klein Popo n'avait pas d'accès aux routes interafricaines servant de cadre au commerce soudanais. Concernant le commerce atlantique, qui était en l'occurrence la fonction principale de Klein Popo, l'administration ne fit absolument rien pour l'amélioration, tandis qu'à Cotonou, les Français avaient construit dès 1892 un wharf enjambant le ressac. Il ne se passa absolument rien ici. On n'a même pas cherché à construire un pont sur la lagune qui s'étendait entre Klein Popo et Adido et qui avait qu'une largeur de 250 mètres. Ce qui constituerait l'ébauche d'un chemin menant au plateau via Zébé. Cette attitude passive adoptée par l'administration allemande est parfaitement compréhensible. À l'époque précoloniale, le commerce import-export avait bien fonctionné en dehors de toute administration européenne. Il continua à fonctionner impeccablement sous l'ère coloniale allemande. L'administration se contenta de prélever à son propre profit une partie des taxes d'importation. Toujours est-il que cette partie était suffisamment substantielle
pour financer l'administration dans son ensemble et fonder le mythe de la colonie modèle qui doit avoir recours à ses propres moyens pour se financer. Le revers de la médaille, c'est que l'Empire s'abstint de consentir à cette colonie modèle une aide au développement et différera de 2 décennies l'installation d'infrastructures aussi importantes que le wharf et les chemins de fer, pratiquement jusqu'à ce que la colonie soit en mesure de les financer par ses propres revenus. Du reste, l'administration n'avait pas au début l'argent nécessaire pour mettre sur pied une armée de mercenaires. En conséquence, elle ne pouvait même pas exercer une domination directe à Kleinpopo. Que les Allemands rossent leur personnel là-bas, dans le solitaire Zébé, situé de l'autre côté de la lagune, ou bien qu'une douzaine de mercenaires africains tourmentent occasionnellement la population villageoise, cela intéressait à peine la population urbaine de Kleinpopo, que tout cela ne concernait pas directement. Lorsque Kleinpopo devient en 1886 un territoire colonial allemand, la localité avait déjà atteint pour l'essentiel son apogée aussi bien sur le plan de la démographie que celui des infrastructures commerciales. Le commerce transatlantique, c'est-à-dire le commerce de gros, était concentré entre les mains de 4 firmes allemandes, 2 françaises et 2 sierra-léonaises, qui travaillaient de concert avec des firmes commerciales anglaises. Ces firmes changeaient de propriétaire comme c'était la coutume tout au long de ce siècle où le commerce est régi par la libre concurrence. Mais au total, le nombre de factories demeure stable pour la simple raison que la plage si profitable de Kleinpopo avait été pratiquement déjà attribuée. Ces firmes possédaient aussi des factories dans d'autres localités de la côte togolaise ou bien dans d'autres colonies. Seules 2 nouvelles venues se consacrèrent aux opérations commerciales à Kleinpopo. Il s'agit de la firme allemande J.K. Victor, fondée en 1887, et de la firme africaine d'Almeida Brothers, appartenant à Juan et Francisco d'Almeida, qui a vu le jour à Kleinpopo. Ce n'est pas un hasard si les nouvelles venues, en raison des rigueurs de la concurrence, voulurent assurer leur participation en ayant recours à un nouveau procédé. Elles installèrent des plantations de cocotiers, de caféiers, d'arbres de caoutchouc, joignant ainsi la production au commerce. Certes, l'installation de plantations destinées aux produits d'exportation eut lieu à l'époque coloniale allemande, mais, bien sûr, les plus importants parmi les commerçants africains commençaient les produits des plantations provenant d'autres parties de l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique. Ils avaient eux-mêmes planté du coton sur la côte togolaise lors de la guerre civile en Amérique du Nord, quand les prix fixés par le marché mondial étaient avantageux. Les Allemands venus au Togo à la suite de la colonisation allemande estimaient assurément pour des raisons racistes que les paysans africains étaient incapables de cultiver le café, le cacao, etc. pour l'exportation. Aussi se consacrèrent-ils à l'installation de vastes plantations. Ce faisant, ils encouragèrent des grands commerçants africains à faire de même. Mais ce n'est pas parce que des commerçants africains ou européens peuvent investir beaucoup d'argent qu'ils ont forcément du succès comme fermiers. En effet, l'argent ne remplace pas l'expérience accumulée par des paysans africains, surtout si les propriétaires des plantations ne sont pas intéressés par leurs expériences, mais croient aveuglément au progrès européen, tandis que le jeune agent commercial venu en 1882 à Lomé, Octaviano Olimpio ou bien King Mason à Porto Seguro, installait des plantations de noix de coco dont la croissance était déjà assurée sur le banc de sable. À Kleinpopo, par contre, des commerçants allemands et africains plantèrent malencontreusement sur la côte des cultures totalement nouvelles comme le café et l'arbre à caoutchouc. C'est ainsi qu'en 1897, Almeida Brothers possédait 32 500 caféiers, Haïté à Javon 20 000, Chico d'Almeida 6 500 et Crépi 4 000, J.K. Victor 30 000, la mission catholique 3 000,
En ce qui concerne les arbres à caoutchouc, d'Almeida Brothers possédait 6000, Haïti à Javon 4800, Chico d'Almeida 3000 et Crépi 3600, J.K. Vector 1500. L'administration allemande avait pris une part très importante à cette production forcée. Elle avait recruté en 1890 à Zébé un planteur nommé Goldberg qui exerçait au Togo pour la première fois les fonctions d'expert agronome. Il y installa un jardin d'essai. Dès 1891, il distribuait à tour de bras des semences de café et de cacao auxquelles viendront s'ajouter plus tard celles du caoutchouc, sans avoir étudié effectivement auparavant les conditions qui régnaient sur la côte dans le cadre de l'environnement, notamment la pluviométrie. Goldberg a été retiré du service colonial dès 1892 en raison des rapports illusoires qu'il faisait sur ses activités. Mais l'administration ne prévient pas les propriétaires de plantations. Après quelques années, on se rendit compte que la plantation du café, du cacao et du caoutchouc sur le plateau était un échec total. Il en résulta une énorme perte financière pour les propriétaires de plantations africaines de Climpopo. Bien sûr, les Africains n'oublieront pas cette leçon et, suite à cet échec retentissant, enregistré dans l'introduction et la promotion de la culture du café, ils adoptèrent, comme on le rapportera en 1907, une attitude sceptique à l'égard des recommandations de leurs maîtres européens. Concernant la structure commerciale de Climpopo, rien ne bougea jusqu'à la fin du XIXe siècle. Aucune des factories précitées ne procéda à l'installation de succursales à l'intérieur du pays. Elle ne disposait pas du capital nécessaire à cet effet. Le demi-gros de la production paysanne était tenu compte par le passé par des intermédiaires africains. À cet égard, les statistiques de l'administrateur des douanes Joub, qui exerçait en même temps les fonctions d'Atman, fit parvenir au gouverneur le 13 août 1895 concernant les magasins de commerce de Climpopo et alentour étaient tout à fait significatives. Des 26 magasins de commerce existants, 14 étaient tenus par les grandes firmes pratiquant le commerce import-export. Ils se répartissaient comme suit. 2 magasins appartenant aux firmes suivantes. J.K. Victor 1, Helbert & Brown 2, C. Goldelt 3, d'Almeida 4, C.F. Fabre et compagnie 5, et un magasin appartenant respectivement à E. Kenzler 6, Rich & Co 7, Mante Frères et Borelli 8, S.B. Cole 9. Par contre, les 12 magasins restants se trouvent entre les mains des commerçants africains. Ils se répartissent comme suit. 2 pour Louis d'Almeida 1 et 1 pour les propriétaires suivants. Juan d'Almeida 2, Trécise 3, John Mason 4, F.F. d'Almeida 5, Richard W. Lawson 6, Antonio d'Almeida 7, Manuel d'Almeida 8, Alexander F. Silverius 9, Dosavi 10, Juvencio d'Almeida 11. Il y avait d'autres personnalités influentes à Climpopo qui ne possédaient cependant pas de magasin dans la localité. Il s'agit de Frank Gadbert 14, Thomas Wilson 15, Atigbu 16, Adoté 17, Peter Kaku 18, de même que Haïti à Javon qui travaillait déjà dans le commerce de gros. Certes, les commerçants africains de Climpopo étaient pratiquement exclus du commerce de gros, mais si l'on se base sur le point de vue tout à fait optique et si l'on s'en tient au nombre de magasins existants à Climpopo et dans ses alentours, la moitié des transactions commerciales se trouvaient dans leurs mains. Les Africains qui gagnaient bien leur vie dans le commerce de demi-gros contribuèrent aussi à vue d'œil aux changements intervenus à Climpopo. Ils firent installer des maisons européennes en lieu et place des cases existantes jusqu'ici.
À cet égard, il faut dire que la famille d'Almeida exploitait plusieurs briqueteries ayant à leur tête des maîtres briquetiers qu'elle avait fait former au Cameroun par des Européens. Du reste, les intermédiaires de Kleinpopo contribuèrent au financement de la première église de cette localité. Il s'agit de l'église de la mission méthodiste consacrée le 25 décembre 1897. Ces bâtiments en dur installés par des Africains transformèrent à vue d'œil la physionomie de la localité dans la décennie s'étendant jusqu'en 1897. Ils contribuèrent petit à petit à annihiler l'impression de gros villages nègres que l'on ressent à la vue des nombreuses cases indigènes situées à la plage et qui demeurent encore à l'heure actuelle. En ce qui concerne l'évolution de la population de Kleinpopo, cependant, il n'existe pas de données fiables émanant des années 1886-1894, mais ce que l'on considérait à l'époque comme Kleinpopo ou encore Aneho, c'était la région située sur la mince langue de terre à l'est de l'ancienne église catholique. Tous les autres quartiers existants à l'heure actuelle comme Badji, Degbenu, Adido, etc. étaient considérés comme des faubourgs isolés. Contrairement à ce qui se passait à Lomé, le chef de district, Amtman, n'estimait pas nécessaire de procéder au recensement annuel de la population à Kleinpopo. Les estimations publiées depuis 1891 dans les rapports annuels sont douteuses parce qu'elles n'indiquent pas si les faubourgs d'alors étaient inclus ou pas. Et puis, les chiffres que l'on avance pour Kleinpopo et ses alentours, 5 000 à 10 000 âmes environ, paraissait exagéré. Le 19 août 1885, Diop, qui exerçait cumulativement les fonctions d'administrateur des douanes et de chef de district, informa le gouverneur que le recensement organisé à Kleinpopo a eu les résultats suivants. 667 hommes, 1161 femmes et 815 enfants, ce qui fait au total 2643 personnes auxquels il faut ajouter 26 Européens, parmi lesquels 3 femmes. À titre de comparaison, dans tout le Togo, il y avait à l'époque 88 Européens, parmi lesquels 9 femmes. La localité, qui de tout temps a été divisée en 10 quartiers, comprend 45 maisons en pierre surmontées, le plus souvent d'un étage, et 409 cases construites, le plus souvent en argile et couverte de paille. 454 bâtiments donc au total. Comme ce recensement était le premier du genre à Kleinpopo et que la population, sous l'effet de la peur, y opposa une résistance passive, les chiffres indiqués ci-dessous ne pouvaient pas prétendre à une exactitude absolue, même si l'écart n'est pas. Il se peut que ce recensement soit problématique eu regard aux chiffres absolus avancés. Dans le rapport annuel 1894-95, on estime à 5 000 environ le nombre total d'habitants vivant dans les faubourgs de Degbenu, Badji et Adido. La proportion hommes-femmes, cependant, nous indique que l'immigration des jeunes gens issus des familles influentes de Kleinpopo en direction du nouveau centre économique Lomé et des colonies anglaises et françaises voisines avait commencé dès maintenant. Cette tendance est due à des causes essentiellement économiques. En effet, lors des dernières années du 19e siècle finissant, l'administration allemande n'a guère provoqué de sentiments d'insatisfaction chez les indigènes pour la simple raison qu'elle n'était pas encore en mesure d'exercer une domination directe au jour le jour. Depuis 1886, le nombre d'Allemands vivant à Kleinpopo qui, à l'origine, ne s'élevait qu'à 6 agents commerciaux, a augmenté progressivement jusqu'à 25 environ. À la dizaine d'agents commerciaux sont venus s'ajouter 3 fonctionnaires des douanes, dont l'un était flanqué d'une femme allemande, un médecin, le docteur du gouvernement Wicke, 2 infirmières, un instituteur du gouvernement et depuis 1894, un prêtre de la mission catholique, le père Anselmann, un frère laïque, Emmanuel, et un superintendant allemand travaillant pour le compte de la mission méthodiste.
Il n'y avait donc pas parmi les Allemands de fonctionnaires de l'administration exerçant cette fonction à titre professionnel qui avaient pu influencer effectivement et quotidiennement les rapports sociaux et politiques dans cette localité. Seul le commissaire impérial von Puttkamer réussit à influencer durablement les rapports politiques à Klein-Popo en prenant depuis sa résidence de Zébé la décision dont la teneur suit. Tout comme à l'époque précoloniale, les firmes européennes devaient payer sous l'ère coloniale allemande les taxes d'exportation traditionnelles. Les bénéficiaires étaient les chefs traditionnels des localités qui se succèdent de baie à Klein-Popo. Puttkamer reconnut que ce paiement constituait la seule possibilité pour l'administration d'associer moralement et juridiquement les chefs traditionnels au pouvoir colonial. Il demanda donc, tout en sachant qu'il grevait ainsi le budget de la colonie modèle, à l'administration de prendre en charge ces paiements. Le 1er août 1892, il abolit les taxes d'exportation et institua des rentes pour les chefs vivant sur la côte togolaise. En prenant ce paiement de ces rentes en charge, Puttkamer pouvait obtenir des chefs qu'il s'engage à promouvoir le commerce, à assurer la paix et l'ordre, à régler des palabres, etc. Dans le cas contraire, on pourrait opérer une retenue sur ces rentes, voire refuser de les payer carrément. C'était, à n'en pas douter, la première mesure prise pour l'autorité coloniale en vue de transformer les chefs traditionnels en un organe exécutif du pouvoir colonial. En recevant 5000 marks par année, les chefs de Klein-Popo étaient loin les mieux lotis de la côte togolaise. Cette somme était, du reste, partagée entre les 4 parties suivantes. G.A. Lawson, 1500 marks. Kwadjovi, 1500 marks. Haïté à Javon, Pedro, Kwadjo et d'Almeida, 1500 marks. Webo, de Glidji, 500 marks. Certes, parmi les groupes de chefs, tous n'étaient pas pro-allemands en 1884. D'autres étaient anglophiles ou francophiles, et cela, le colonisateur allemand le savait bien. Mais la réputation ne fut pas compte tenu de l'attitude de tel ou tel groupe de chefs, mais conformément à l'adage bien connu, divide et impera, cette façon de mettre tout le monde sur un pied d'égalité reflétait-elle la situation réelle du pouvoir en Afrique? Le pouvoir colonial était totalement indifférent à cet aspect du problème. Il refusait de reconnaître les prétentions relatives au titre de roi et chaque groupe de chefs accepta le verdict du pouvoir colonial, à savoir qu'il vaut mieux se contenter d'un tiers que de ne rien obtenir du tout, qu'il vaut mieux être un chef traditionnel reconnu par le nouveau pouvoir que d'être réduit à zéro. Cependant, cette transformation des souverains traditionnels en marionnettes est un processus long et contradictoire. En 1992, cependant, Puttkamer a conclu un arrangement avec les personnalités de premier plan à Petit Popo. En ce qui concerne la localité de Klein-Popo, par contre, l'administration ne put trouver d'issue pour Zébé pour la simple raison que les conséquences de la décision erronée prise par Fockenthal étaient de moins en moins supportables. À Zébé, au siège du gouvernement, le nombre de fonctionnaires a atteint petit à petit le chiffre 11, sur un total de 28 fonctionnaires présents au Togo en 1895-96. Mais à l'arrivée de chaque nouveau fonctionnaire et au début de chaque nouvelle année, il devenait de plus en plus manifeste que le siège de l'administration devait être transféré ailleurs. Mais comme Lomé ne cessait de se développer d'année en année, les administrateurs envisageaient de moins en moins un transfert sur le terrain situé à l'ouest de Klein-Popo et préféraient fixer tout de suite le siège à Lomé. Vu sous un angle purement colonial, Klein-Popo se trouvait dans la position d'un perdant.
Supportez Minalingo en vous abonnant, en aimant nos vidéos et en les partageant au plus grand nombre que possible. Aussi, vous pouvez faire un don PayPal sur la chaîne ici ou sur le site web www.minalingo.com. Il y a sur le site les e-books en français et en anglais et en Minan pour un apprentissage plus approfondi du Minan et aussi des e-books pour des enfants avec texte français, anglais et audio Minan. Je vous souhaite alors de passer une bonne journée. Bye bye. Nyagbadogo.